Bonjour à tous, dans Critique Ciné, ancienne version numéro 14, je continue à écouler le stock des films qui étaient dans ma bibliothèque, et puis je vais commencer directement avec l'énumération des films dans la présente vidéo. Le premier film est Je ne suis pas un salaud, et c'est un film français dramatique, psychologique, thriller noir. Le second film est Juno, il est classé un genre comédie, psychologique, dramatique. Le troisième film est Des poupées et des anges. Il est classé plutôt dans le genre psychologique dramatique, film noir là aussi. Le quatrième film est La merditude des choses. Il est classé en genre comédie dramatique psychologique. Le cinquième film est Démolition. Il est classé en genre drame psychologique comédie. Le sixième film est Jimmy P. Psychothérapie d'un indien des plaines. C'est un film français. Il est classé en genre dramatique, psychologique et peut-être un aspect biopic à vérifier. Le septième film est La nouvelle vie de Paul Schneider. C'est un film français, il est classé en genre psychologique, dramatique, comédie. Le huitième film est Tu ne tueras point. Il est classé en genre drame, oui certes, guerre, psychologique, dramatique. Et le neuvième film, enfin, est Goodnight Mommy. Il est classé en genre fantastique, thriller, épouvante. Voilà pour le Critique Ciné ancienne version numéro 14 et à bientôt pour le Critique Ciné ancienne version numéro 15. Merci à vous et à bientôt. Le prochain film est Je ne suis pas un salaud. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un jeune homme, Eddie, qui est joué par Nicolas Duvauchel, qui est quand même relativement paumé dans sa vie, qui a tendance à boire un petit peu de temps en temps, qui est pas bien équilibré dans sa vie, ça a une importance dans le scénario. Et puis un jour, où justement il est comme ça, un peu entre deux eaux, il assiste à une agression, je crois, où il va être pris à partie dans une agression. Il va défendre quelqu'un, il va aller pour défendre quelqu'un, des jeunes, et comme il est un peu bourré, il se fait attaquer, il se fait agresser. Donc il va aller porter plainte, je pense qu'il a quand même un choc assez violent. Il va aller porter plainte, et puis au commissariat, il va reconnaître l'une des personnes qui était présente sur les lieux. Il va dire c'était lui, il va présenter un jeune homme, il va dire c'est lui. Donc ce jeune homme s'appelle Ahmed, il va dire c'est Ahmed, je l'ai reconnu. Je suis totalement sûr que c'est Ahmed. Inévitablement, la machine judiciaire se met en place, tandis que Eddie va tenter de se relever auprès de sa femme et de son fils. Il va trouver un nouveau travail. Et progressivement, on va comprendre que c'est pas si simple que ça, et que, comme je l'expliquais, comme il est souvent entre deux eaux, que comme souvent il est pas très bien réveillé, ou un petit peu trop alcoolisé, eh bien peut-être qu'il a été un peu vite en besogne, et que ça l'arrangeait de prendre le premier coupable qui venait, celui qui semblait le plus adapté à la situation. Et je veux pas en dire trop. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film choc. C'était le film choc de l'année 2016. Il serait dans le top 10 film 2016. C'est un film dont on ne sort pas indemne. C'est un film noir. C'est un rôle que j'aurais bien vu à Patrick Devers pour le coup. Même si Nicolas Duvauchel, à mon sens, c'est la relève de Patrick Devers. Il y a ce côté sanguin, animal, sensible un peu moins. Dans les films drôles, je le trouve pas nécessairement drôle. Il faut savoir que Nicolas Duvauchel est passé par le mouvement hardcore straight edge, qui est une illusion de jeunesse qu'il a eue, qui n'était pas d'alcool, pas de drogue, pas de beaucoup de sport, et même avec les filles très très limitées, vraiment que des histoires d'amour. C'est un petit peu ça le mouvement straight edge. Donc il a eu tout ce côté mauvais garçon quand il était jeune ado et jeune adulte. On le ressent un petit peu dans son cinéma. Il a ce côté animal. Il a encore d'ailleurs tatoué dans le dos un très très gros straight edge qu'il peut pas enlever, qui est énorme sur les épaules. Vous le verrez dans les films. Donc voilà, très bonne surprise. Je ne sais pas, en tout cas, très bon moment de cinéma que je ne suis pas un salaud. Un film qui va monter crescendo, qui va montrer plein de choses, qui va montrer sa relation avec sa femme. Enfin, c'est complexe. Il n'a pas une vie simple. Et puis ses choix ne vont pas être simples non plus. Et je me rends compte que le film durait 1h51, j'ai pas eu le temps passé. Par contre, bah si, ouais. Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Finalement, Je ne suis pas un salaud, c'est une espèce de thriller noir où les choses vont aller de mal en pis, où à cause de mauvais choix, eh bien, les choses vont se dégrader tout au long de la journée, tout au long de la vie, tout au long de la semaine, et qu'à cause de ce mauvais choix primaire, de base, mais qui ne serait pas arrivé à tout le monde, quelqu'un qui n'aurait pas bu, qui serait pas comme ça, dans un état un peu second, n'aurait pas pris les mêmes décisions. Enfin voilà, je vais passer à ma conclusion, je ne veux pas trop en dire. Il faut savoir que dans le rôle de la femme, c'est Mélanie Thierry, qui est très juste dans ce rôle, d'une femme qui essaie de tenir debout son homme, tout simplement, et son couple. Je vais pas dire que c'est une belle histoire, mais enfin, tout ça est bien mis en place malgré tout. Et puis, je vais passer à ma conclusion, parce que j'essaie d'éviter de donner trop d'éléments. Côté verso, chaque année, le cinéma nous offre un film coup de poing. Et en cette année 2016, c'était le film Je ne suis pas un salaud, qui voulait bousculer nos croyances de spectateurs, nous laissant certes dérangés, mais néanmoins certains d'avoir vécu un grand moment de cinéma. Le prochain film est Juno, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une jeune fille de 16 ans, qui semble pleine de certitude, qui semble comme ça savoir où elle va, qui est assez intelligente, du coup, euh, et qui un jour, alors qu'elle n'a pas envie d'aller au collège, alors qu'elle n'a pas envie d'aller avec ses copines traîner, qu'elle n'a pas envie de faire des occupations habituelles, décide de passer du temps avec un garçon qui se nomme Blicker, un garçon aussi charmant que peu prétentieux, donc vraiment pas le genre de mec sur qui elle aurait jeté son dévolu, et sans savoir trop pourquoi, elle va avoir envie de coucher avec lui. Voilà, c'est son loisir du moment, elle a envie de coucher avec lui, comme ça, sans raison particulière, sans réelle envie. Malheureusement, il suffit d'une seule fois, et Juno se retrouve très très vite enceinte. On lui apprend qu'elle est enceinte, et que on ne joue pas avec ces choses-là justement, et qu'une seule fois suffit. Et Juno, bien que relativement immature dans son premier choix, de ne pas s'être préservée, de ne pas avoir pris la pilule, enfin voilà, comprend quand même que cet enfant à venir n'est pas la meilleure des choses pour elle, qui n'a que 16 ans, avec un partenaire qu'elle n'a pas vraiment choisi, en tout cas pas en tant que papa. Et comme le bébé n'est pas né, et bien avec une amie, elle va essayer de chercher des parents, les futurs parents, les parents qui lui semblent plus adaptés pour son futur enfant. Ce ne sera pas vraiment son futur enfant, hein, elle va leur donner. Et tandis qu'ils vont faire ces démarches de rechercher les parents idéaux, et bien elle va prendre conscience que dans son ventre, il y a un petit être qui grandit, elle va avoir son ventre qui grossit, et elle va se poser des questions sur sa vie, sur cette maturité naissante. Et donc Juno va être mise face à des choix où elle va devoir faire preuve de courage et de maturité, bien évidemment. Et je vais passer à la conclusion, tout simplement. Côté verso, encore une fois, cette sélection du Sundance Festival proposait quelque chose de véritablement différent. Faire un film tendre mais réaliste sur un sujet aussi complexe. Et plus étonnant encore, réussir à en faire malgré tout un film drôle. Servi par un duo excellent, Ellen Page dans le rôle de Juno et Michael Cera dans le rôle de Blicker. Le prochain film est Des poupées et des anges. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Lia, une fille de 17 ans qui est jouée par Leila Bekti, qui vit dans une cité de banlieue avec ses sœurs Chérine, donc qui, elle, rêve d'être mannequin, qui est une jeune fille des banlieues tout autant que sa sœur, mais qui a des rêves de gloire, qui pense que grâce à sa beauté, elle peut percer dans le milieu. Il y a la petite sœur Inès qui a 7 ans, et puis il y a surtout le père, dont j'ai plus le nom exactement, qui est joué par Samina Seri, qui est l'homme de la maison, qui est très dur, qui est très violent, qui je pense boit parfois, et qui du coup met sous son étreinte, sous son empreinte même, ses femmes, que ce soit sa mère, la grande sœur ou bien Lia. Et Lia va très vite étouffer dans ce carcan parce qu'elle y vit un enfer finalement. Et pour retranscrire tout ça, elle va prendre la plume et elle va se découvrir une pote. Enfin, c'est même pas se découvrir. Comme beaucoup de filles de banlieue, comme Diams à l'époque, elle va avoir besoin de coucher sur du papier ses idées noires, et du coup elle va écrire beaucoup, elle va aller sur les toits, elle va prendre un petit carnet, un petit stylo, et puis elle va écrire tout ce qu'elle ressent, toute cette amertume, tout ce qu'elle a vécu par rapport à sa mère, ce qu'elle a vu, toute la violence de son père, toute l'ignorance, toute l'incompréhension,
Elle comprend pas, certes, sa sœur a changé, mais est-ce que pour autant de raisons pour que son père ne lui parle plus? Enfin voilà, il y a un petit peu tout ça dans ce film, qui est un très beau film, qui est trop méconnu. Il y a vraiment des très beaux extraits d'ailleurs je suis pas sûr, je trouvais une bande-annonce sur YouTube, mais on trouve de nombreux extraits, en quelque sorte de Slame, que l'IA a écrit. C'est-à-dire que elle va écrire un texte très très dur, très beau, très poignant, on se sent touché, et puis il y aura une musique qui partira, et à mon sens, c'est déjà du Slame. Je pense que je vais passer à la conclusion, parce que c'est un film à voir, des poupées et des anges. Alors attention quand même, du coup je le réserverai plutôt à un public averti, parce que bah, le père est violent, parce que ce qu'elle peut écrire dans ses punchlines, c'est quand même assez dur. Elle vit dans un univers dur. Cependant, c'est une fille bien. C'est pas une méchante fille des rues, comme on pourrait l'imaginer. C'est une nana qui peut être promue à un brillant avenir. C'est pas une délinquante du tout. C'est tout à fait autre chose. Mais néanmoins, ça décrit un quotidien violent. Et donc, de par ces scènes, je ne le conseille pas nécessairement à tout le monde. Après, il est intéressant par ce rapport à l'écriture. Et ça peut aider des jeunes de banlieue à comprendre qu'il vaut mieux s'émanciper par la culture et en disant des choses. C'est préférable que de passer par la violence, même si il y a aussi cette forme de violence qu'elle canalise par le biais du sport. En tout cas, c'était un très bon film et c'est un très beau film que des poupées et des anges. Et donc, je vais passer à ma conclusion. Côté verso, c'est une claque de cinéma urbain que ce Poupées et des anges. L'histoire aussi d'une ado qui essaie tant qu'elle peut de sortir d'une spirale de violence. Mais hélas, elle ne peut pas vraiment oublier, tant qu'elle ne sera pas partie totalement de ce giron familial éminemment destructeur. Le prochain film est la merditude des choses, et on ne quitte pas pour autant cet univers complexe de la famille, de ces familles qu'on ne choisit pas. Et si certains enfants, dit-on, naissent dans les roses, eh bien d'autres naissent dans la merde, et donc dans la merditude des choses. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de Gunther Straub, qui a 13 ans et qui a une vie très compliquée. Ce jeune garçonnet partage le toit avec sa grand-mère, qui aurait tendance à le préserver comme elle le peut, et puis avec ses 3 oncles, dont j'ai pas les noms. C'est pas tellement important, et est-ce que d'ailleurs il est important qu'ils aient un nom? En gros, il y en a un qui est alcoolique, l'autre il est bagarreur. Enfin, voilà quoi. Gunther va être quotidiennement plongé, à la fois dans des barils de bière si on le veut, élevé au biberon avec de l'alcool. Enfin, tout ça c'est possible, il connaît ça, il connaît le sexe, il connaît les filles qui rentrent dans la maison à moitié à poil. Il baigne dans un climat comme ça de beuverie effrénée, de partouze, de drague éhontée, de glandes constantes parce qu'ils sont tous évidemment au chômage, ou parfois l'un d'eux va trouver un boulot mais finalement il va pas pouvoir le garder très longtemps. Enfin voilà, la merditude des choses, c'est un film qui parle de ces environnements familiales complexes. Malgré tout, c'est la force de ce film belge néerlandais, c'est qu'il arrive à être drôle, ou encore une fois on va rire d'une situation. C'est-à-dire que on va rire de ce qui se passe, parce qu'il y a des situations cocasses, mais en même temps on se dit, pauvre gamin. Ce qu'il est en train de vivre quand même, c'est super dur. Mais j'ai revu il n'y a pas très longtemps en famille, et on a ri quand même, mais tout en prenant conscience, surtout que c'était avec quelqu'un qui est garde d'enfant, de la difficulté d'être de ce Gunther. Même si lui s'en plaint pas, hein. Il est pas... Ouais, parfois peut-être qu'il va se prendre un peu une petite baffe. Si par exemple il est en train de regarder son cousin ou son oncle coucher avec une jeune fille, il va dire vas-y, pousse-toi de là, il va lui mettre une claque. Hein. Non, il y a d'autres moments quand même où le père un peu alcoolisé deviendra agressif, mais dans l'ensemble, Gunther les aime bien. C'est pas vraiment des gens relativement méchants. En tout cas, ils sont tellement plongés dans leur propre problème perso que c'est pas ça qu'on mettra en avant. C'est plutôt que c'est des adultes immatures qui n'auraient eux-mêmes pas dû naître, pour être clair, et qui sont nés aussi dans la merditude des choses. Et donc je vais passer à ma conclusion, parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, parce que c'est un film à voir, à réserver un public averti quand même, parce que du coup, voilà, ne le regardez pas avec vos enfants, ils seraient dérangés. C'est quand même particulier, mais c'est un film très intéressant que la merditude des choses. Rien que le titre m'interpelle et m'a fait rire, mais néanmoins, c'est une comédie dramatique. Hein. Il y aura vraiment l'aspect comédie, et il y aura aussi l'aspect dramatique de cet enfant qui est comme ça, est plongé dans un univers que certes, à mon avis, il n'aurait pas voulu et il aurait préféré connaître d'autres choses. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, La merditude des choses est un film atypique, à la fois drôle, cynique, caustique, dérangeant.
Cependant, il tient bien la route, grâce à un casting de choix. Malgré tout, il reste réservé à un public averti. Le prochain film est Démolition. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Davis, que joué par Jake Gyllenhaal, qui est un banquier d'affaires, qui a tout pour réussir, qui a d'ailleurs bien réussi lorsqu'il l'entreprend. Seulement voilà, depuis un certain temps, il n'a plus le goût à rien, parce qu'il a perdu sa femme dans un tragique accident de voiture, et du coup, eh bien, il se laisse progressivement couler. Son beau-père, évidemment, va essayer de le pousser à se ressaisir, mais il n'y a rien à faire. De jour en jour, il coule de plus en plus. Et un jour, alors qu'il est un distributeur de nourriture, tout simplement, pour prendre un Mars ou quelque chose comme ça, la machine va déconner, il va se mettre en colère, ça va le faire bugger encore un peu plus, et du coup, il va écrire une lettre à la personne qui s'occupe de la machine en expliquant tout son désarroi. Presque on pourrait le penser, la lettre de Dieu, c'était quoi le thème? Conversation avec Dieu, et bien là, il va écrire en disant j'en peux plus. C'est l'espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si évidemment ça semble pas très logique. Il y a une jeune femme qui va lui répondre, elle s'occupe de la correspondance, elle va être touchée par son courrier, et du coup va se nouer une relation entre elle, Davis et puis son fils qui a 15 ans. Et progressivement, Davis va comprendre que plutôt de passer par la mélancolie, plutôt que de passer par la tristesse, il y a un autre moyen qui existe, qui est d'exprimer une saine colère. D'où le titre du film, Démolition. Il va apprendre à canaliser quelque part, ou à non canaliser justement, cette part de colère qu'il a en lui, cette part de violence, et enfin la laisser s'exprimer. Voilà de quoi parle ce film, pour pas trop en dire. C'est complètement un scénario qui, a priori, ne tient pas la route. Pourtant, c'est bien réalisé, pourtant Jake Gyllenhaal est excellent, et on comprend, et moi-même là j'ai un problème de PC, je me suis énervé contre mon PC, j'ai juré dans tous les sens, j'ai mal à la gorge, je suis en train de tirer sur ma gorge, j'ai envie de tout péter, et je pense que ça me ferait du bien de tout péter. Et que parfois ça ferait du bien de prendre un marteau et de tout exploser. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment pété un écran d'ordinateur. Parce qu'il y avait un bug incroyable, parce que ça n'arrêtait pas de bugger, parce que, et il y a un moment, je lui ai mis une droite dans la tête, je l'ai pété en deux. Après, on s'en veut beaucoup. Mais sur le moment, ça fait du bien. Et bien ce film parle de ça, du fait que plutôt que d'être dans la mélancolie, à se morfondre, parfois de péter des choses, d'exploser quelque chose en soi, et de le cristalliser, que ça devienne réel, de prendre des assiettes, de les claquer par terre, de prendre des verres, ça peut potentiellement, on peut l'imaginer, défouler vraiment. Très peu de temps, hein, mais sur le moment, on se dit « Waouh, je me sens mieux ». Ce film, ça parle finalement de ça. Et malgré tout, c'est très intéressant. Et évidemment, c'est quand même un ovni du genre, mais au moins, encore une fois, c'est une vraie proposition de cinéma qui change et qui propose quelque chose de très nouveau. Et je vais passer à ma conclusion de ce film, Démolition. Côté verso, sur un sujet totalement atypique, le réalisateur Jean-Marc Vallée, aidé d'un très bon Jake Gyllenhaal, signe là une œuvre inhabituelle qui montre que le deuil et la perte d'un être cher peut amener à des solutions pour le moins inattendues. Le prochain film est Jimmy P. Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Jimmy Picard. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc la Seconde Guerre mondiale se termine. Et Jimmy Picard est un ancien Indien Blackfoot. Il a combattu en France. Et à ce moment précis de la guerre, ou à la fin de la guerre plutôt, il va être admis à l'hôpital militaire de Topeka au Kansas, un établissement qui est spécialisé dans les maladies du cerveau. Car Jimmy souffre de nombreux troubles. Il a des vertiges, il a des cécités temporaires, il a une perte d'audition. Et comme on ne comprend pas vraiment ce qu'il a, les médecins vont penser qu'il est certainement schizophrène, qu'il a des problèmes mentaux. Toutefois, comme ils connaissent assez peu sa tradition, ses cultures, que comme je disais, c'est un Indien, ils vont demander l'avis d'un ethnologue et psychanalyste français qui se nomme Georges Devreux. Et après avoir rencontré Jimmy, ils vont entreprendre ce qu'on appelle, d'où le titre du film, donc, la psychothérapie d'un Indien des plaines. Et ensemble, avec cet homme qui est spécialisé dans cette culture, dans cette tradition, qui la connaît très bien, eh bien, on va retracer, de façon psychanalytique, la vie de cet homme,
et comprendre pourquoi il en est à ce stade-là, ce qu'il a vécu dans sa vie, toutes les failles qu'il a eues, toutes les défaillances, toutes les rencontres, enfin voilà. C'est une espèce de psychothérapie un petit peu différente, hein. Notamment par le biais des souvenirs, mais enfin c'est un truc assez commun en psychothérapie, où les rêves de Jimmy dévoileront ou révéleront beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est inspiré d'un roman, mais qui est tiré lui-même d'une histoire vraie. C'est que cette histoire est réelle, et que donc, eh bien, Georges Devreux a réellement existé, et ça fait de ce film une œuvre atypique, mais super intéressante. Et je vais passer à une conclusion, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est vraiment ça, c'est un homme qui, a priori, on ne comprend pas, en plus, il vient d'une autre ethnie, d'une autre tradition. On propose de le présenter à quelqu'un qui le connaît davantage, qui est un ethnologue, et puis ensemble, ils vont commencer un travail, un long travail de prospection, et progressivement, ils vont chercher à trouver la solution à ce qui peut l'animer. Donc je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, servi par un duo de choix, Mathieu Amalric dans le rôle de Georges Devreux et Benicio del Toro dans le rôle de Jimmy, le réalisateur Arnaud Desplechin nous plonge dans une fresque humaine passionnante de réalisme. Le prochain film est La nouvelle vie de Paul Schneider. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça me parle de Paul, un homme d'une... je sais pas quel âge il a d'ailleurs, 50 ans peut-être, qui va avoir un rare accident, et cet accident va lui ouvrir les yeux sur la réalité de sa vie. Il va se rendre compte que son travail l'intéresse plus vraiment, que sa femme l'agace, que l'agace et possiblement le trompe, que ses deux enfants le méprisent, enfin bref, il comprend plus bien ce qu'il fait là, il ne trouve pas beaucoup d'intérêt à être avec eux, et il va se poser la question de qu'est-ce qu'il doit faire. Peut-être qu'on peut penser qu'il a même pensé à partir réellement, à se dire qu'est-ce que je fous là, quoi, quelle est ma vocation. Et il va se redécouvrir, il va découvrir sa vraie vocation, il va découvrir ce qui le passionne, ce qui peut le sauver en tout cas à ce moment-là précis, qui est tout autre chose, c'est d'être gardien de chiens. En fait, il va aller promener les chiens. Évidemment, on va lui dire qu'il faut avoir les compétences pour, hein, qu'il y a des choses requises pour l'être, notamment de savoir bien ramasser les crottes et autres. Enfin, il y aura une situation un peu cocasse comme ça et drôle. Et donc, Paul Schneider va trouver sa liberté en allant promener des chiens tous les jours, alors que sa femme s'inquiète énormément, parce qu'évidemment, ça paye pas beaucoup. Je suis même pas sûr qu'il va lui dire vraiment. Il va peut-être lui dire qu'il est en congé sabbatique. Puis un jour, elle va apprendre qu'il est en train de promener les chiens. Elle va pas comprendre. Ses enfants non plus, mais il s'en fout. Cet homme-là se dit que pour lui, le plus important, c'est son bonheur, et que son bonheur, c'est d'être avec des chiens. Alors ça se passe au Canada, donc évidemment, il y a des paysages enneigés. Pour lui, il a retrouvé une forme de liberté. C'est un espèce de road movies, et le moment le plus détestable pour lui, on peut l'imaginer, c'est quand il rentre chez lui. Il a retrouvé une forme de jouissance de la vie, et du coup, ça devient une espèce de feel-good movies, et moi, j'ai bien aimé ce film. L'idée de quelqu'un comme ça qui pète un peu les plombs, et qui va retrouver la joie de vivre, tout simplement, en allant promener des chiens. C'est très innocent, c'est très candide, mais quand on est comme ça dans un univers où on est cloîtré, où on se sent un peu emprisonné, avec des habitudes, avec une routine qui nous est détestable, et bien d'avoir une proposition comme ça, nouvelle, ça peut pourquoi pas aider réellement, et en ce cas précis, sauver une vie. Je commence à avoir vraiment marre de ma crève, c'est super pénible. De faire une critique, c'est déjà pénible, mais quand on a mal à la gorge comme ça, franchement, ça devient insupportable. Donc comme lui, j'aimerais bien aller promener dans la neige pour mettre les fesses Ça ferait de l'eau, ça me rafraîchirait les fesses, et peut-être que je me sentirais plus à l'aise après. En tout cas, je vais passer à ma conclusion. Je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, qui n'a jamais rêvé de changer de vie? Ne serait-ce qu'un instant. Dans ce film, c'est en tout cas le parti pris qui nous sera donné. Par le biais d'un touchant Thierry Lhermitte, dans le rôle de Paul Schneider, dans ce film qui certes ne restera pas culte, mais qui reste un agréable moment de cinéma. Le prochain film est Tu ne tueras point, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'une incroyable histoire vraie, mais je précise toutefois que ce film est interdit aux moins de 12 ans. On est à la Seconde Guerre mondiale a éclaté, et Desmond, qui est un jeune américain,
se retrouve comme beaucoup confronté à un dilemme. C'est-à-dire, il doit aller combattre. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit un dilemme, c'est une obligation. Il est prêt à les combattre, hein. Sauf que lui, il ne veut pas en raison de sa foi, en raison de sa religion. Il est catholique, ou en tout cas il est chrétien. Et donc il veut aller servir son pays, mais il veut le faire différemment, et donc il veut être infirmier. Donc il va se présenter comme ça en disant: moi je veux bien faire la guerre, mais par contre ce que je veux faire c'est aider mes frères sur le champ de bataille. Je veux absolument pas porter les armes, je ne suis pas un soldat, je suis pas un combattant, je veux pas faire la guerre. Évidemment ça va être complexe parce que dans ce milieu-là, quand on le voit arriver, on va dire bon, que vous soyez infirmier, pourquoi pas, mais sans prendre les armes, ça va pas être possible. Vous comprenez bien que vous êtes sur des terrains où ça va tirer dans tous les sens, et nous on a besoin de soldats. Cependant, Desmond ne va pas déroger à ses principes, il ne veut pas tenir d'armes, c'est pour lui quelque chose de très important. Évidemment, c'est complexe avec ses collègues, avec sa hiérarchie, mais il a un principe, il ne veut pas porter d'armes, il ne veut pas tuer, il ne veut pas... Peut-être sera-t-il tué, c'est autre chose, mais lui, il ne veut pas avoir à porter l'arme sur quelqu'un d'autre. Et étonnamment, eh bien, Desmond va réussir à survivre dans cet univers post-apocalyptique sans prendre les armes. En tout cas, je ne sais pas si réellement, mais dans le film, on ne le voit pas, et a priori, il a réussi. Et c'est en ça que c'est une histoire incroyable. Par le réalisateur Mel Gibson, alors qu'il est vrai, quand même, les films, souvent, où il y a des formes de violence. Mais c'est vraiment une œuvre majeure, ce film, qui était dans mon top 10 film 2017. La note spectateur de 4,5 sur 5. Donc je vous laisse imaginer un peu quel accueil il a eu. Parce que c'est complètement surprenant quand on se dit la guerre. On ne peut pas l'imaginer comme ça. Et c'est une histoire vraie, et on voit à la fin des images historiques. Après, c'est ce qu'il a relaté, hein. Peut-être qu'un jour il a eu une arme entre les mains et qu'il l'a utilisée. Mais la légende veut qu'il ne l'a pas fait. Et c'est incroyable. Il n'y a qu'une histoire comme ça parmi mille, hein. On se dit que c'est pas possible, mais ça existait. C'est pas des faits imaginaires. Et donc, c'est très bien restitué, alors évidemment. Il y aura quand même des scènes de guerre, il y aura quand même de la violence. C'est pas parce que lui prend pas les armes qu'il n'est pas un pays en guerre. Il sera confronté à la guerre, mais ça montre aussi un autre visage qui rappelle un peu les objecteurs de conscience, sauf qu'objecteurs de conscience en temps normal quand il y a service militaire, et bien a priori pendant la guerre on peut choisir, bien que ce soit très complexe, de ne pas porter les armes. Et ce film montre là, cette fois, ce message plus humaniste et plus antimilitariste de la part de Mel Gibson, qui a priori est plutôt à la fois très partisan, puis à la fois plutôt pro-armes et autres, quoi. Plutôt assez violent dans ses propos et dans ses films. Et je vais passer à ma conclusion de ce film majeur, que je ne saurais que trop vous conseiller, mais néanmoins, c'est pas un film de... Si, c'est un film de guerre, mais qui ne traite pas nécessairement de la guerre, donc si vous n'aimez pas les scènes de violence, il vous dérangera malgré tout. Vous n'arriverez pas à comprendre le principe du film, ou le principe derrière le film, c'est quand même un film qui parle de la guerre, qui traite de la guerre, et on y verra toute l'absurdité et la violence de la guerre, mais c'est pas ça l'essence même du film. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, quel film incroyable et quelle histoire incroyable. Que ce tu ne tueras point. Mel Gibson signe avec ce projet une œuvre majeure de cette année 2016. Et à n'en pas douter, un film qui lui perdurera bien des années encore. Le prochain film est Goodnight Mommy, et cette fois on va découvrir le cinéma autrichien. De quoi ça parle? Ça parle de deux jumeaux, dont j'ai pas les noms. Merci à Allociné, comme ça c'est très pratique pour faire la critique. Ce sont deux jumeaux, blonds comme les blés, qui sont dans une maison de campagne et ils attendent le retour de leur mère qui est partie à l'hôpital. Elle a participé à une grave opération de chirurgie esthétique et donc elle doit revenir à la maison. Et lorsqu'elle va revenir, puisqu'évidemment elle est bandée, hein, c'était au niveau du visage, et puis du coup, les enfants vont commencer à comprendre que la mère a un comportement un peu inhabituel. Notamment avec l'un des gamins en question, elle va se rendre compte qu'elle lui parle quasiment pas, qu'elle a une espèce de mépris ou de rejet pour cet enfant en question. Et donc progressivement, les deux jeunes garçons qui ont quel âge? Je sais pas, 10 ans. Qui ont 10 ans vont
vont penser que possiblement, puisqu'après tout elle est cachée, puisqu'elle est masquée, que la voix n'est pas vraiment pareille, qu'il y a des choses qui changent, que le comportement a changé, que leur mère n'est peut-être pas véritablement leur mère, ou que en fait c'est pas leur mère, que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place de leur mère. Et de là, on va basculer dans un thriller fantastique, horrifique, psychologique, dramatique. Et je vais donner ma conclusion, parce que c'est un film dont il ne faut pas parler beaucoup. C'est un film que j'ai revu. Voilà, c'est encore une fois un film qu'il faut voir une seule fois. Quand je l'ai revu, j'ai vu plein de défauts majeurs. Néanmoins, c'est quand même intéressant. C'est une bonne proposition de cinéma. Il y aura des moments relativement effrayants. Et donc, je vais passer à ma conclusion. Côté verso, sans être le film du siècle, Goodnight Movie est un moment de cinéma relativement perturbant, avec un casting excellent, notamment le rôle des deux jumeaux, qui ne révolutionnera certes pas le genre, mais qui sait y apporter quand même, par des vents autrichiens, une proposition malgré tout inhabituelle.